Ravi de vous retrouver. Bienvenue à ce grand live sur votre chaîne. Oui, nous sommes mercredi 19 janvier 2022, depuis que l'année est nouvelle, de dossiers sur la table. D'abord, les élections et le programme des DRCS, lecture de la société civile. Le président du cadre des concertations de cette méga société civile sera avec nous, Danny Singoma. C'est lui qui a remplacé Danny Banza, à ce que je sache. Il va analyser avec nous ces sujets d'actualité. Nous recevrons en second lieu Albert Kalonji Moulopoué. Il est le président de la FECODI, la Fédération congolaise de l'or et du diamant. C'est lui le patron de cette organisation, Grand Kassai Économie, les atouts pour la relève, je dirais les atouts pour relever l'économie de ce grand espace avec 5 provinces au total. L'Amiba, on en parle, il faut la relever. Oui, Sassim, ancienne Sengamine, est en train d'exploiter. Et puis voilà, la destination n'est pas toujours connue de tous. À part quelques engagements dans le cadre de la responsabilité sociétale, nous n'avons pas foi aux yeux pour en parler. Mais d'abord, l'actualité chez nous, elle est prioritaire. Les grandes lignes avec vous. Christian Kalonji, bonsoir. Bonsoir Fabien, merci d'être avec nous mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Félix-Antoine Tshisekedi a pris les commandes de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, en remplacement de Denis Sassou Nguesso, arrivé fin mandat, pour une durée d'une année. C'était à l'issue de la 20e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC mardi, qui s'est déroulée ce mardi. Et puis un calme relatif est observé depuis quelques heures ce mercredi dans la ville d'Ouvira au sud Kivu. Après une nuit agitée, la vie reprend progressivement. Quelques commerces sont rouverts, même si le transport en commun a tourné au ralenti. Et puis au Madagascar, 10 morts, des blessés et plus de 500 personnes évacuées. C'est le premier bilan causé par les pluies diluviennes qui s'abattent depuis 48 heures. Tous ces titres vous seront développés tout à l'heure dans la grande édition de 19h avec Christopher Ochokoum. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur notre site web. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Le rendez-vous avec l'actualité d'un mois et d'une heure sur nos antennes. Entre-temps, le grand live de ce soir prend son envol. Le tout premier invité, le président du cadre des concertations de la société civile, Monsieur Singoma. Comme annoncé, notre premier invité de ce soir est avec nous sur ce plateau, Danny Singoma. Bonsoir. Bonsoir. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux. C'est jusqu'à la fin de ce mois. On ne va pas se fatiguer. Vous êtes à la tête du cadre de concertation de la société civile, légalement, à ce que je sache.
depuis le 30 avril. Ou bien c'était par un coup de force? Non, c'est légalement et à la suite d'élections. Depuis le 30 avril, bien sûr, pour prendre mes fonctions, il a fallu quelques arrangements parce que, bon, c'est d'y passer, mais quand même, mon prédécesseur avait pris trop d'espace et qu'il fallait quand même recadrer les choses et nous avons respecté quand même nos prescrits. C'était laborieux, un exercice laborieux comme je venais de le dire. La société civile est aussi contaminée par la sphère politique congolaise. Oui, nous sommes dans la société. Il y a beaucoup de présidents, il y a beaucoup de structures, elle est plurielle. Hein? Elle est très plurielle, mais j'allais quand même rectifier que j'ai remplacé Patient Bachombe et non Dani Banza. Ah, plutôt, Patient Bachombe, je ne sais pas comment le nom de Dani Banza est arrivé. Il n'est pas à la société civile. Dani Banza est en politique. Oui, mais je l'aime bien. Voilà. Donc, merci pour la précision. C'est Patient Bachombe que vous avez remplacé, qui était très habitué de nos plateaux. Nous parlons élection et de ce programme dit DDRCS. Alors, c'est lui qui l'anime, il est déjà à l'œuvre, même si au début, il y a eu des contestations de sa propre personne. Et un très bon départ, lancé depuis la province de l'Ituri. Vous êtes satisfait de ce démarrage? Bon, je n'aimerais pas beaucoup spéculer sur la personne, mais nous, en tant que société civile, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les programmes. En tant qu'institution, parce que les hommes passent et les institutions restent, mais bien sûr, il y a eu des contestations qui ne sont pas peut-être finies, mais surtout la société civile du Sud Kivu et du Nord Kivu s'est beaucoup investi dans la démarche contre lui, mais aussi dans d'autres provinces comme en Ituri ou au Tanganyika, il y a eu quand même des soutiens. Bon, je ne voudrais pas vraiment polémiquer sur lui, mais sur le programme. Et nous, en tant que cadre de concertation nationale de la société civile, voyant que les acteurs sont divisés autour de cette question et qu'ils se penchaient beaucoup plus sur la question subjective liée à la personne et non pas d'une manière objective quant au programme, et voyant que le programme pouvait avancer sans nous, j'ai alors joué mon rôle de cadre de concertation en appelant toutes les forces à se mettre ensemble autour d'une table et à voir quels sont les défis qui sont devant nous pour que la société civile puisse jouer véritablement son rôle dans ce programme. Et c'est ce qui a fait à Goma. Il y avait beaucoup de tensions au départ et parce qu'il y avait des incompréhensions, mais à la fin, nous sommes arrivés à définir effectivement l'agenda de la société civile dans ces programmes et les pistes pour que la société civile puisse effectivement jouer un rôle de fond, parce que le programme, il n'est pas seulement politique, il est vraiment technique et devrait s'implanter dans les communautés, parce qu'on parle de relèvement communautaire et de stabilisation. Il faut que nous jouions un rôle de fond. On parle aussi de la paix, justement. Oui, c'est vraiment un facteur de paix, c'est un outil pour la stabilisation, pour la paix dans cette partie trop meurtrie. Et bon, ça se met en place pendant qu'il y a l'état de siège et tous ces outils doivent concourir à la paix. Et le PDRC est un beau mécanisme si réellement sa mise en œuvre est efficace et si les moyens s'en suivent. La communauté internationale dispose de beaucoup de moyens pour aider. Il faut que les gouvernements aussi mettent du paquet pour qu'effectivement les organisations de la société civile, les communautés jouent un rôle de fond dans le relèvement communautaire, la stabilisation et l'accueil des combattants qui quittent les groupes armés. Justement, on a suivi que vous avez été très conciliant alors que beaucoup de langues s'élevaient pour contester, pour protester contre cette nomination. Pour certains, elle a été stratégique. Le président de la République, connaissant bien sûr le passé, d'où vient le responsable à la tête de ce programme, aurait pensé que les choses se passeraient très bien avec quelqu'un qui connaît les méandres de ce qui se passe dans la partie est du pays. On en vient justement à votre volonté, vous, société civile, dans le cadre de la réalisation de ce programme. Beaucoup de jeunes ont rejoint les rangs des
ces délinquants avec armes, tout ça, on leur a fait miroiter le bonheur, c'est-à-dire $100 ou moins que ça, et d'autres avantages, en fumant un peu du chanvre et d'autres substances toxiques. Vous connaissez les conséquences. Est-ce que ce programme, même si vous faites allusion à la communauté internationale, il faut le souligner, qui souffle le chaud et le froid, vous connaissez ce qui se passe dans la partie Est, est-ce que ces jeunes vont être convaincus sur le plan, par exemple, économique, de pouvoir quitter les rangs des groupes armés? Ok, d'abord, question de conciliation par rapport au programme. Comme je l'ai dit, nous, au niveau de la société civile, ce qui nous intéresse, parce que nous avons perdu le temps à discuter sur la personne plutôt que sur le programme. Et ça, c'est notre droit, parce que les organisations qui représentent les communautés ont droit de récuser une personne ou pas. Bon, il revient au chef de l'État, dans sa discrétion, de nommer quelqu'un, et en sachant pourquoi il est fait, parce que de toutes les façons, ce programme, c'est un programme du président de la République, qui est piloté à partir de la présidence de la République. Il n'est pas une agence ou une institution soumise à un vote. Donc, pour ça, il y a, nous, au niveau de la société civile, ce que nous avons dit à Goma est que la contradiction est la force de la société civile. Il faut rencontrer les contradictions et faire converger les contradictions vers vers une vision commune. Maintenant, quand vous parlez effectivement de ces jeunes gens qui sont allés dans les groupes armés, c'est vraiment une préoccupation, parce que tout ce qui s'est passé dans ces pays et dans ces lieux où les conditions de vie, les gens se sentent un peu abandonnés à eux-mêmes, ils retrouvent leur refuge dans les groupes armés. Maintenant, avec toute cette volonté politique de mettre fin à la guerre, qui n'a pas commencé aujourd'hui bien sûr, mais qui est beaucoup plus mise en avant, et aussi avec cette question de l'état de siège et tout, le programme vient pour accompagner le gouvernement dans tous ses efforts. Maintenant, il faut vraiment une stratégie qui ne soit pas de découragement, parce que les jeunes peuvent vouloir quitter les groupes armés, être démobilisés, désarmés, et être cantonnés pour enfin rejoindre les communautés dans lesquelles ils doivent retrouver leur vie d'avant. Et ça, c'est tout un problème, parce qu'il faut que ces communautés soient préparées. Jusqu'à aujourd'hui, le programme n'a pas pris sa vitesse de croisière. Il doit se mettre en place, préparer les communautés à recevoir les anciens combattants. Parce que ce programme ne met pas l'accent sur les combattants, mais met l'accent sur les communautés qui doivent recevoir ces combattants, des communautés qui ont souffert, mais qui doivent encore accueillir leurs fils, des communautés qui vivent côte à côte, où il y a eu des exactions de part et d'autre, ou des vengeances et tout ça, et que les communautés doivent être préparées à laver cela, à se réconcilier, mais aussi avec des mécanismes de justice transitionnelle. Est-ce qu'il est prévu justement des structures de réconciliation comme les Barza pour pouvoir penser ces plaies, parce que elles sont béantes pour certaines familles qui ont perdu des membres importants, leurs membres importants, et revoir des jeunes qui se sont livrés à cet exercice, justement à ces pratiques macabres, les revoir maintenant rejoindre leur famille quand on sait que c'est venu de tel ou tel, c'est pas facile à digérer. Hein. Oui. Qu'est-ce qui est prévu pour penser les plaies et arriver à une véritable réconciliation? C'est tout ça les challenges dans cette histoire. Ça veut dire, c'est pour cela que la société civile revendique sa place dans cela. Le programme est là pour travailler avec toutes les parties prenantes, chacun selon ses spécialités et ses expertises. Au niveau de la société civile, nous regorgeons d'expertises extraordinaires en matière de réconciliation, en matière de cohésion sociale, en matière de cohabitation pacifique, en matière de règlement des conflits, mais aussi en matière de justice transitionnelle. Ça veut dire qu'il faut qu'en ce moment-là, il se mette en place des systèmes, des mécanismes de justice qui réconcilient, mais qui punissent aussi. Il ne faut pas simplement qu'on lave parce que ce sont des anciens combattants qui reviennent, mais il faut des mécanismes où ils acceptent la punition qui leur est infligée parce qu'ils ont commis certaines atrocités. Mais aussi, il y a ceux qui sont accueillis parce que même ces combattants, certains parmi eux sont des victimes. Donc, ils ont été victimes du fait d'avoir été enrôlés, certains ont été pris par la force et sont allés dans ces groupes, certains simplement par manque, disons, par dégoût de la vie. Ils sont allés, il faut les accueillir dans la communauté. C'est pour ça que nous disons que la société civile doit jouer un rôle de fond, notamment en préparant les communautés. Bon, aujourd'hui, je salue quand même l'initiative des 145 territoires, ces projets. Peut-être, ça peut être aussi
un mécanisme par lequel le gouvernement peut aussi travailler sur le développement communautaire dans ces villages. Ah bon, les 145 territoires, ce qu'on a appelé programme de développement à la base. La dernière réunion à la présidence autour du chef de l'État nous fait savoir que c'est 450 millions de dollars disponibles pour justement ce vaste programme et ambitieux. Alors, vous pensez qu'avec, par exemple, 2 millions, 3 millions par territoire ou plus, ça va attirer les jeunes, mais pour aussi les impliquer, il faut une formation professionnelle, d'où l'importance des l'INPP et d'autres structures. Mais c'est quand même là une véritable gageure. Oui, que ce soit 2 millions ou 100 millions, ce sont des matelas que le gouvernement met en place pour pouvoir préparer le terrain. Donc le gouvernement ne saura pas tout faire, mais au moins qu'il balise le terrain en mettant en place des structures qui peuvent accueillir, qui peuvent former, qui peuvent faire ceci, et aussi soigner les fonctionnaires de l'État qui sont là en fait de mener leur travail, de suivi, de contrôle et tout. Et alors, c'est de canaliser les moyens aussi des partenaires, des opérateurs économiques vers ces projets. Comme je l'ai dit avec les relèvements communautaires, bon, la communauté internationale met en place 250 millions de dollars, mais qui ne sont pas encore exécutés. Mais il faut voir comment cet argent sera géré. Il faut qu'il soit géré avec l'aval de la population. Il faut que les mécanismes d'accès à ces fonds soient transparents. Et il ne faut pas que ce soit simplement les organisations internationales qui en profitent, mais que ce soit les communautés qui vivent, qui mettent en place leurs projets en application. Donc le gouvernement doit encadrer, doit mettre en place des structures d'encadrement. Les fonctionnaires, comme je l'ai dit, qui aujourd'hui ont des salaires modiques et tout ça, doivent arriver à avoir des capacités à pouvoir suivre cela, parce que quelqu'un qui touche 250 $ ou 300 $, suivre un projet de 100 millions de dollars, c'est difficile. Donc il faut qu'il soit aussi à un certain niveau avec donc il faut restaurer la territoriale par le paiement d'un salaire décent donc à ses membres. Oui, entre autres. Mais comment contourner, en fait, comment résoudre cette épineuse question de détournement des fonds? Oui, c'est bien beau, les chiffres 450 millions. C'est bien beau, ce que vous dites, c'est qu'il viendrait de la communauté internationale, 250 millions. Alors, d'abord, pour nous-mêmes, vous connaissez notre égoïsme et les valeurs, entre guillemets, qui nous animent lorsqu'on regarde l'argent, nos poches et les intérêts des autres. Deuxième élément, ces bailleurs de fonds envoient les fameux experts. Quand ils arrivent, ils ont des jeeps, ils doivent louer des belles maisons, ils sont eux-mêmes gourmands et le peu qui tombe là, c'est avec beaucoup de tapage médiatique au profit des bénéficiaires qui doivent dire à tout moment merci devant la caméra. Alors, comment, à votre niveau, cadre de concertation de la société civile, qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir faire bénéficier au peuple cette manne financière au lieu que des individus se retrouvent bailleurs de fonds avec leurs experts, et puis congolais aussi? Oui. Bon, aujourd'hui, nous sommes restés dans des stéréotypes. Véritablement, dans certaines années, il y a certaines années, les coopérants se comportaient d'une certaine façon. Même ici, on a vu à l'époque, à l'arrivée de Monique, ou tout ça, les véhicules des Nations Unies étaient pleins devant les bars. Mais aujourd'hui, on sent que ça change. Donc, il y a des mesures quand même, au fur et à mesure, qui changent, parce qu'il y a une prise de conscience nationale, mais aussi, il y a tous les devoirs de vigilance qui s'installent à travers le monde. Et nous avons des connexions par-ci, par-là qui nous permettent de dénoncer. Et ces mécanismes de dénonciation permettent quand même à ce que nous puissions affaiblir ces tendances qui étaient en train de se dessiner. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la coopération, ceux qui amènent l'argent, peuvent aussi en profiter et tout, mais c'est la force de notre gouvernement à travers le ministère des Plans, à travers la société civile, à travers d'autres mécanismes pour pouvoir contrôler. Parce que quand on signe des contrats, c'est la faiblesse que nous avons parfois en signant des contrats et des conventions avec nos partenaires, que parfois ceux qui sont dans la négociation sont très faibles, qu'ils donnent la grande part à cela. Mais quand nous signons des contrats en bonne et due forme, en associant aussi la société civile, je pense qu'à ce moment-là, ça se passe très bien. Ici, pour cette question des PDRC, comme je l'ai dit, et il y a aussi, parce que quand nous étions à Goma pour notre forum, nous avons aussi parlé de la transition MONUSCO. Et dans le cas de la transition MONUSCO, la société civile a tellement été associée pour étudier aussi et pour participer au groupe de travail conjoint sur la transition de la MONUSCO. Et si
on n'a pas de moyens, on n'a pas de possibilité de suivre la mise en œuvre de cette transition, nous resterons à pleurer sur nous-mêmes, alors qu'il faudrait qu'il y ait vraiment une conjonction entre le gouvernement et la société civile pour être capable de suivre cela. Et aussi, comme vous l'avez dit, donc aujourd'hui, si ces programmes traînent à être mis en place et que la société civile aussi n'est pas impliquée, il risquera de connaître un échec. Alors, vous dites que la présence de la MONUSCO est très importante, surtout dans la partie est du pays. Comment on va pleurer alors que nous pleurons tous les jours, toutes les années, alors que la MONUSCO est sur place. Vous avez déjà vu certaines images, les petits porteurs de la MONUSCO en train d'alimenter certains groupes armés. Ce n'est plus un secret pour personne. Alors, comment on va pleurer après le départ de la MONUSCO quand on sait que nous pleurons tous les jours? Non, je n'ai pas dit de pleurer après le départ de la MONUSCO. J'ai dit de pleurer sur la mise en œuvre des projets. Ça veut dire que si nous signons mal les contrats, les projets seront mal mis en œuvre et nous allons pleurer sur nous-mêmes. Mais pour ce qui concerne le départ de la MONUSCO, c'est une convention entre le gouvernement congolais et la MONUSCO pour le départ de la MONUSCO. Justement, à l'horizon 2024. On ferme cette parenthèse. Il nous faudrait que le gouvernement puisse effectivement respecter ce qu'il a mis en place, parce qu'il y a 18 jalons, 18 benchmarks qui ont été définis entre le gouvernement, la société civile et les Nations Unies pour un départ de la MONUSCO qui soit durable et qui permette au gouvernement congolais de récupérer ses capacités à pouvoir agir après le départ de la MONUSCO. Beaucoup de réunions, des bureaux, des échanges, ateliers, MONUSCO, société civile, ça aboutit à quoi? Je ferme la parenthèse. J'en sais quelque chose. Il y a une sorte d'hibernation des Congolais à travers toutes ces réunions des bureaux. Alors, voyons avec franchise sur le terrain la réalité. Les désaventuriers globalistes sont à Kigali, à Entebbe. Vous connaissez les pillages des ressources de l'Est de notre pays. Nous, à ce niveau, on traîne à appeler les gens pour qu'ils viennent exploiter de manière industrielle nos minéraux et qu'il y ait des emplois et que des jeunes soient occupés. Même si certains vont rester dans l'exploitation artisanale, mais ce serait une portion quand même pas très importante. À ce niveau ici, quelle est la chance d'aboutissement de ce programme d'aider RCS quand on sait que c'est la pauvreté qui est à la base de la situation qui sévit dans l'Est du pays avec des jeunes happés par des aventuriers qui les recrutent et les amènent à sécuriser l'exploitation illégale des minéraux, la fraude des minéraux. La chance de réussite de ce programme, c'est la prise de conscience. Le programme n'est pas une panacée, mais le programme constitue un outil. Et c'est de cet outil que nous devons nous saisir. Si nous ne nous saisissons pas de cet outil, nous n'allons pas réussir. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez effectivement de l'exploitation artisanale, mais ça pose un problème. L'exploitation artisanale, aujourd'hui, nous avons une grande partie de notre population qui se dévoue à l'exploitation artisanale, alors que notre code minier reconnaît l'existence des zones d'exploitation artisanale. Dans la pratique, il n'y a pas de zone d'exploitation artisanale. Donc, les creuseurs artisanaux sont comme des Kobe. Ils trouvent un endroit, ils trouvent de la matière. Dès qu'ils ont trouvé de la bonne matière, vous avez vu on les expulse. L'or découvert au sud Kivu. Oui. Juste dans les sols là-bas, on dirait quelqu'un qui faisait les champs. Mais il faut que le gouvernement organise les zones. Pas d'investisseurs sérieux qui viennent pas à la grande porte pour commencer l'exploitation et donner du boulot. Ces mots investisseurs, parfois, moi, me dérangent parce que au niveau du Congo, nous avons des capacités extraordinaires à pouvoir créer des investissements internes et à pouvoir avoir des bénéfices extraordinaires. Ça veut dire un endroit comme celui dont vous parlez au Kivu, où on retrouve de la matière comme ça, en plein air, et c'est la ruée la plus totale, il n'y a pas d'encadrement de l'État, il n'y a pas d'encadrement rigoureux pour ces gens, parce qu'on retrouve de la matière, à pouvoir les sécuriser, on contrôle les rations. Et ça, c'est vraiment, en sécurisant ces gens, on produit de la richesse locale et on développe les milliers. Et après, c'est le boom économique et nous pouvons le faire. Il faut voir.
Tout ce qui s'est fait aussi au sud Kivu, au nord Kivu, c'est la population elle-même. J'étais à Goma, j'étais surpris avec les collègues de voir toutes ces routes qui sont construites par la population, par les opérateurs économiques. Mais il faut les encourager davantage, réduire les taxes, orienter ces taxes vers la reconstruction. Et les gens seront aptes à pouvoir travailler. Voilà. Et c'est la même chose. Donc les taxes locales, la contribution locale peut amener encore beaucoup d'argent dans ces programmes si simplement la population y est intégrée et complètement. La ville de Goma n'est pas elle seule, le Nord Kivu ou le Sud Kivu, encore moins Bukavu. Vous connaissez la misère qui sévit dans plusieurs territoires de cette partie du pays. Ces provinces de l'Est du pays. On termine avec vous quand même. Bon, on produit, on exploite les minerais de manière illégale. Ça part par des moyens que vous connaissez, d'autres dans des pneus, d'autres dans des chars de l'ONU, dans des sacs, et ainsi de suite. Mais ce qui se passe quand même commence à étonner plus d'un Congolais. On dit que certaines personnes à Kinshasa ont la signature pour la sortie de ces minerais. Si vos documents ne portent pas sa signature, ça ne peut même pas arriver ni au Rwanda, ni à Dubaï. Vous êtes au courant, société civile? Bon, je pense que tout ce travail de dénonciation, souvent c'est la société civile qui le fait, et souvent elle n'est pas prise au sérieux. Mais ce que je demande, c'est aussi la structuration de ces dénonciations. Et effectivement, quand il n'y a pas de fumée sans feu, comme on le dit, et s'il y a dénonciation, dès qu'il y a dénonciation, c'est qu'il y a quelque part où ça se passe de cette façon. Tout ce qui se voit sur les réseaux sociaux, des gens dans les institutions, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux ne sont pas nécessairement faux ou ne sont pas nécessairement vrais, mais nous devons arriver à capter cette information, à pouvoir bien la distiller et trouver effectivement les points par lesquels nous passons. Au niveau de la société civile, nous nous organisons par rapport à ça. Nous avons beaucoup de structures, nous avons ceux qui travaillent dans l'ITIE, nous avons ceux qui travaillent dans d'autres mécanismes de transparence, nous avons des organisations de droits de l'homme qui les dénoncent. Et nous avons toute une gamme de structures et d'initiatives au niveau de la société civile, mais c'est souvent au niveau de l'interlocuteur que ça pose problème. Mais les dénonciations sont là et il faut qu'on nous prenne au sérieux et que le gouvernement congolais mette aussi les moyens à soutenir la société civile et non laisser la société civile à la solde des multinationales ou des organismes internationaux. Mais il faudrait que notre gouvernement ait effectivement... Vous êtes souvent aussi séduit par les multinationales? Tout le monde, c'est tout le monde. Que ce soit même notre gouvernement, que ce soit n'importe qui, nous tous nous frappons à la même porte. Ce n'est pas simplement la société civile. Les opérateurs économiques, les gouvernements, la société civile, tout le monde, les prêtres... Vous échappez à ma question. Tout le monde frappe à la même porte. Très sollicité par les multinationales pour déstabiliser votre pays? Moi, je suis altermondialiste et je ne suis pas sollicité par les multinationales et j'en fais la guerre et vous les connaissez un peu. Donc nous travaillons sur la souveraineté de l'État congolais, mais cette souveraineté doit être aussi appuyée par le gouvernement lui-même. Dany Singoma, merci. On va aborder le volet élection. Monsieur Kadima n'a pas encore les moyens. Il a déjà a pris une feuille de route. Voyons voir si le gouvernement va le servir pour la suite des élections. On pourra en parler avec vous. On ne peut pas terminer toutes les flèches sur un petit animal. Oui, aujourd'hui j'ai été à la CENI, à la cellule de sensibilisation. Nous avons essayé un peu de discuter et j'ai appris que M. Denis Kadima et toute son équipe est en train de travailler sur les plans opérationnels de la CENI, ce qui est vraiment extraordinaire, l'atelier qu'il a organisé pour pouvoir avoir quand même une boussole. Et ça, nous l'encourageons, mais nous demandons que le président Denis Kadima puisse réouvrir le cadre de concertation entre la société civile et la CENI, parce que c'est le cadre de dialogue et d'échange où nous pouvons lui dire toutes nos vérités, mais aussi de travailler sur la confiance. Et on ne peut pas dormir sur les lauriers, lui ne peut pas dormir sur ses lauriers après sa victoire, après qu'il soit nommé, mais il doit comprendre qu'il y a une confiance qui est à réinstaurer et à soigner, et nous sommes prêts à l'accompagner dans ce processus où nous devons travailler avec tous les acteurs pour mettre une sorte de confiance autour de la centrale électorale. Et cela passe effectivement par une sorte de remise en question de plusieurs choses, une sorte d'humilité afin de pouvoir rassembler tout le monde autour du processus électoral. Il ne faut pas se contenter de ce que les uns soient d'accord et que les autres puissent rester à la traîne, mais tous les Congolais doivent être mobilisés pour
commencer maintenant à remettre la confiance sur le processus électoral qui passe par une grande sensibilisation de la population, pas simplement une sensibilisation pour la consommation, mais une sensibilisation qui permet à la population d'être à ce moment-ci déjà dans la surveillance et dans l'observation électorale, afin qu'elle gagne dans ces élections. Dani Singoma, je vous remercie. C'est un appel important à Denis Kadima Kazadi, briser le mur des séparations, souvent qui rend mauvais service aux décideurs, avec par moments les services de sécurité. Oh non, attention, des honneurs, le président entre, il ne faut pas bouger. Et puis après, des conseillers qui restent des bureaucrates, il faut écouter la société civile qui est sur le terrain pour ne pas, après, leur donner raison. Je vous remercie, très bonne soirée. Merci. Dans quelques instants, Albert Moulopoui Kalonji, c'est pas du tout pour aborder justement l'économie dans les grands Kasaï, les atouts pour justement relever ce secteur vital. Il est président de la FECODI. Albert Kalonji Moulopoui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes, Fabien. Meilleurs vœux. Depuis que l'année nouvelle, c'est notre première rencontre sur un plateau de télé. On s'est parlé au téléphone. Au téléphone, oui. Merci, vous avez été dans... le mes vœux. Voilà, merci beaucoup. J'étais à l'intérieur, j'ai passé toutes les défaites, Noël et bonne année là-bas. Dans la suite du président. Du président de la République. Vous êtes président de la Fédération congolaise de l'or et du diamant. Exact. Albert Kalonji, la misère, ce n'est plus une information à donner aux Congolais. Le président l'a affronté, nous la connaissons, nous l'avons vécu. Voilà. Au-delà de tout ce qu'on dit, courant, eau potable, la bouffe, c'est-à-dire le ventre, le foufou, comme on dit là-bas en chima, qu'est-ce qu'il faut absolument faire pour relancer l'économie du Grand Kasaï avec 5 provinces qui sont dans les difficultés, je n'ose pas parler, la misère? Deux petites choses. Deux petites choses. Les chapeaux de l'économie kassaïenne est porté par les diamants. Vous en avez parlé ici à votre introduction, vous avez dit la misère, l'amiba et tout. Depuis toutes les années que nous avons existé,
notre économie se repose sur les diamants. On a détruit l'amiba, on a donné anarchiquement les carrés miniers. Les gens qui ne payent pas ni taxes ni impôts, même pas les droits superficiaires, ils ont les permis de recherche, ils s'accaparent des tout, ils se transforment en permis d'exploitation. L'amiba a aussi des carrés dans le Kasaï à Chikapa. Oui, mais vous savez, sur tout l'espace Kasaï, ce sont les gisements de l'amiba. Bon, ce que nous pouvons dire, c'est quoi? Pour combattre cette misère, il n'y a qu'une seule solution. Supprimer les carrés miniers. Sauf les carrés miniers de l'amiba et de dire Sassim. Annuler donc l'octroi des carrés miniers au privé. Non, ce n'est pas ça ce que je vais dire. Je vais dire qu'il y a les gens qui ont acquis anarchiquement les carrés miniers qui ne sont pas même en mesure de les exploiter et ils exploitent le peuple congolais, les creuseurs congolais. Ils ne participent ni de loin ni de près pour l'exploitation, mais tout de suite quand le gravier est là, ils sautent dessus. Ils se disent, ils sont les omnipotents. Ils coupent les graviers, ils laissent une petite partie pour le creuseur et les dépenseurs, et là, les services étatiques s'improvisent aussi. Voilà comment les gens se sont découragés. Chez nous, il y a les gens qui tractent les charges sur le vélo à une distance de 180 km, 200 km. Et la jeunesse est en perdition. Le président les a rencontrés sur son chemin vers Cabinda, vers Andanjika, vers les autres coins, même dans le Sankourou. Et pourtant, le Sankourou a beaucoup de diamants aussi. Alors, le président les a croisés, on les a vus dans les images. Voilà. Ces gens, c'est maman et papa qui poussent les vélos avec des sacs des cacahuètes, donc des arachides, des maïs et de... Comment on appelle? Parfait. Des haricots. Des haricots. Pour atteindre Bakwang. Oui, et des maniocs aussi. Mais vous voyez que nous sommes rentrés à l'Antiquité, là où les gens tiraient des choses avec la force musculaire. Et quelle est la suite de tout ça? C'est puisque on a détruit l'amiba. On ne peut pas dire aujourd'hui que quelqu'un vient de l'Europe, il est déconnecté de toute la réalité. Vous l'avez reçu ici chez vous. Bon, je ne veux pas qu'on attaque les individus. Non, non, nous parlons. Il faut que nous puissions parler des idées. Oui. Pas d'attaque des individus. Non, pas des individus. Oui. Moi, je vous donne les idées. Nous parlons des sociétés anonymes qui était l'entreprise publique, qui est transformée par la loi 07, par la loi 7/007 du 7 juillet 2008. Pourquoi l'État en est arrivé à la transformation des entreprises publiques pour les sociétés commerciales? On a vu que les mandataires qui étaient là s'accaparaient de tout. Ils faisaient des entreprises publiques leur propre entreprise. C'est ainsi qu'il y a eu la transformation. Mais en faisant la transformation, on a gardé les mêmes animateurs. Si l'amiba est en baisse de production, puisque moi je ne peux pas dire que l'amiba est morte, puisque le président l'a dit. L'amiba exploite et produit du diamant qui est vendu mais dans une opacité déconcertante. Mais je vais, puisque on produit même des grosses pierres. Nous sommes à la télévision. Je vais vous montrer ça. J'aimerais bien que les caméramans prennent. Depuis 2008, moi j'ai dénoncé ça. Le bradage du diamant de l'amiba. Qu'est-ce qui se passe? Le diamant de l'amiba est vendu même avant qu'il soit sur le marché. Vendu à qui? Vendu à titre de commission. Donnez-moi autant, quand vous allez donner tel prix, moi je vais accepter. Donc, on vend à Bakwanga ou à Kinshasa? Maintenant, ça se vend ici au CSC. Moi, j'ai vu les gens se porter la caution pour le produit qui n'est pas
le leur, le produit de l'Amiba. Et quelqu'un qui faisait les tours dans la salle, qui ne connaissait même pas les diamants. Et les diamants étaient expertisés par qui? Par une Congolaise qui est allée étudier avec l'argent du Congo, employée au CSC, et c'est la sœur là qui travaille pour quelqu'un, un forceur qui faisait les tours de la salle, qui disait, si vous donnez plus, moi, je vais donner plus. Donc le diamant est sous-évalué. Vous, vous êtes expert en la matière. Ou même comment on dit, diamantaire. Diamantaire, oui. Oui. Oui, très sous-évalué. On a volé les diamants de 2,5 de l'Amiba. Cara. Oui, mais c'est une petite pierre comme ça, dit rien du tout. Mais c'est Fancy alors. Ça vaut des millions. Il y a le Canada qui a attrapé une pierre de 9 carats. Fancy alors. Le bruit a couru à travers le monde entier. Mais les diamants, ce n'est pas les métaux. Les diamants, c'est les carbones. Une petite pierre suffit pour que vous fassiez des millions. En plus de ça... Des millions que vous avez faits, mais qui n'ont pas profité au terroir. Vous avez brassé des millions, Albert Moulopoué. Les diamantais, les fils du Kasaï ont brassé des millions partout, dans tout l'ancienne configuration du Grand Kasaï. Mais vous avez vu l'ombre, le Grand Kasaï est l'ombre de lui-même. Messieurs les journalistes, la question est très capitale et je vais vous dire une chose. Toutes les infrastructures que vous voyez au Kasaï, c'est l'œuvre des diamantaires congolais. Vous n'allez pas me dire que l'État a construit Mbujimaï. Sauf la ville de l'Amiba, qui nous a été léguée par le colonisateur. Les infrastructures que vous voyez à Chikapa, c'est l'œuvre des diamantaires. Alors, quand Mouzé avait fait sortir les comptoirs des zones minières, il y avait déjà la prise de conscience, puisque Mouzé avait donné un go. Il a dit, prenez-vous en charge, nous voulons que vous soyez le seul maître des produits qui se trouvent sur votre sous-sol. Mais Mouzé avait ainsi interdit l'accès dans les zones minières, mais il avait confié le monopole de l'achat du diamant à Idi Congo. Non, écoutez, nous avons vu Mouzé pour qu'il nous restitue la pierre d'Ngoï Kassange. Et vous avez vu la pierre d'Ngoï Kassange, c'est moi qui gardais la clé au coffre-fort du CSC. C'était une petite pierre comme ça. Quand on a remis la pierre, Ngoï Kassange a mis sa pierre dans la veste, dans la poche de sa veste. Et ça coûtait 17 millions de dollars. Est-ce que vous connaissez une marchandise comme ça à travers le monde entier qu'on peut mettre dans la poche et qui peut coûter 17 millions de dollars? Est-ce que dans la terre kassaïenne, il n'y avait que cette pierre-là? Il y en a plusieurs. Et tout ça, ça part en fraude. Alors, c'est pourquoi il y a un souci. Il y a un souci dans ces jours. Est-ce que vous êtes au courant que l'Amiba est dépossédée de ses permis d'exploitation et de recherche, ce qu'on apprend de Mbujimaï, dépossédé par Camille avec la bénédiction de la ministre des Mines. Est-ce que l'information est vraie? L'information ne doit être que vraie, puisque ceux qui sont à l'Amiba, moi, je n'hésite pas de dire le mot peut-être qu'il est fort, ce sont des voleurs. Puisqu'on est parti des entreprises publiques, je venais de vous dire, pour transformer en société commerciale. L'Amiba, c'est une société anonyme. Mais qu'est-ce qu'ils font? Les dirigeants s'achètent des maisons, les dirigeants s'achètent des voitures, mais le personnel qui travaille, il faut voir, ce sont des squelettes. Un jour, j'étais à l'Amiba, quelqu'un a dit quelque chose qui m'a fait pleurer. Il a dit, son épouse lui a demandé, on ne vous paye pas, pourquoi vous partez toujours là-bas? Vous comprenez? Bon, les lanceurs d'alerte ont des soucis. On apprend, il y a Mianzulois qui est traqué tout simplement parce que lui, en tant qu'évaluateur, comment on appelle ça? L'expert en évaluation du diamant, il dit exactement à la population et au monde ce que l'Amiba produit et la valeur du diamant. Du coup, il est traqué comme une souris et il entre en clandestinité à Bakwanga, voilà. Non, écoutez, ça, vous avez dit que nous ne parlions pas des vies privées des gens. Il est viré de l'Amiba, il trouve un motif qui lui est valable. Ça, je ne peux pas entrer là. Moi, je parle de la société Amiba.
La société a touché 20 millions de dollars. Nous étions sur votre plateau ici, avec le dirigeant de l'Amiba. Je leur ai dit le mot dans les yeux. L'Amiba a touché 20 millions de dollars pour la prospection. Et j'ai cité même l'origine, la source. C'est de Bourse. C'est une société anglaise. De Bourse a donné 20 millions de dollars pour la prospection du polygone. Le président honoraire, Joseph Kabila, a donné 10 millions pour relancer l'Amiba. Il y a eu... 6 millions. Non, 5 millions qui ont été empruntés à la GECAMINE. Et Félix Tshisekedi également. Oui, le président Antoine Félix Tshisekedi a donné 5 millions. Si vous faites la somme de tout ça... À quoi est-ce qu'on a affecté tout cet argent? Oui, voilà, c'est 40 millions de dollars. Ce ne sont pas des entrepreneurs. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec l'argent. Eux, c'est la jouissance. Qui les nomme? Qui les nomme? Mais voilà, et pourquoi nous disons maintenant. Qui permet qu'ils soient, qu'ils maintenant, s'éternisent là où ils sont. Ou que bien nous demandons, ils servent des gens Kinshasa. Les changements, ce n'est pas seulement politique. Les changements doivent être économiques aussi. Donc, on doit virer tous ces gens-là. Quand on change, pourquoi par ça exemple, prend du temps? C'est qu'il y a des gens qui sont servis à Kinshasa. Écoutez, non. Vous savez qu'il y a des travaux qui est en gestation. Vous savez qu'il y a des gens, le travail qui est en gestation. Il faut trouver de bons gens et au bon endroit. Ce n'est pas les gens qui sont partis en Europe pour faire autant d'années, revenir ici, nous dire qu'ils vont amener l'argent. L'argent d'où? Oh, c'est le gouvernement qui doit financer 300 millions de dollars. Oh, tout de suite, quand moi je suis nommé par le président de la République, le DG de l'Amiba, l'argent veut venir de l'extérieur. De quelle source? On n'ose pas parler. Vous, voilà maintenant comment on pense qu'il n'y a pas l'expertise locale. Voilà, l'argent doit venir d'où? Mais l'argent, l'Amiba doit produire l'argent, je vous ai dit. L'Amiba a son produit, le président de la République. Quelle est la valeur de la production mensuelle? Écoutez, si vous êtes informé. Écoutez, je vais vous dire une chose. En tant que carbone, personne ne peut estimer exact la valeur des gisements de l'Amiba. Puisque le carbone n'est pas détectable. De la production mensuelle. Mais la mafia qui est là-bas, quelle production on va parler? Quelle production? Je vous ai dit que j'étais dans les shipments de l'Amiba. Et les gens ont vendu les diamants avant que ça soit mis au tender. J'ai invité un ami de l'Europe sur une pierre de 0,15. Je vous dis bien 0,15 carats. 0,15. Donc 0,15 centimes au fait. 15 centimes. Il a donné 15 000 dollars pour la petite pierre comme ça. Vous savez pourquoi? C'était le Fancy-Calor. Mais l'homme qui rôdait là-bas, qui ne connaissait même pas les diamants, qui avait déjà donné l'argent, là-bas, c'est quoi? C'est les sociétés des femmes et des hommes. La société familiale. Vous avez vu une femme là-bas qui dit, moi je me porte caution. J'ai donné l'argent à l'Amiba. À quel titre? À quel titre? Vous avez parlé de deux petites choses. On a compris, relever l'Amiba. La deuxième petite chose. La deuxième petite chose, c'est supprimer tous les carrés miniers en dehors des carrés miniers de l'Amiba et de Sassim. Et puis... L'Amiba reste le seul maître du terrain. Oui, l'Amiba est toujours le seul maître du terrain. Et maintenant, les titres miniers qu'on va supprimer, on doit les transformer en zone d'exploitation artisanale. Comment vous allez relancer l'Amiba quand on sait que le diamant alluvionnaire, c'est en train ça devient du passé. Il faut plus aller vers les profondeurs, ce que vous appelez kimberlite, c'est ça? Kimberlite. Oui, mais écoutez, les diamants alluvionnaires est toujours là. Regardez à Tchiboué. Là où il y avait Sassim occupe Tchiboué. Et l'Amiba, où est-ce que l'Amiba va trouver encore plus de diamants? Mais dans les polygones des diamants, tous les massifs ne sont pas exploités. Là où il y avait la drague. Mais la drague est tombée en panne. On peut toujours la réparer. Vous voyez les gens qui ont d'autres de 10 millions de dollars. Ils disent qu'ils ont acheté les pièces à l'extérieur qui sont incompatibles aux machines qui sont à l'Amiba. Voilà la justification du vol. C'est pourquoi nous disons,
Même les diamants, Pourquoi on des ne peut pas talents, placer s'il vous plaît, messieurs les journalistes. des métallurgistes, des ingénieurs des mines donnez-moi à la une tête minute. de l'AMIBA. Donnez-moi une minute. Vous savez que les diamants des talents, laissés depuis les temps belges, ont été vendus par ces pierres. Allez à l'AMIBA maintenant, il n'y a plus les diamants des talents. Allez à l'AMIBA, ils n'ont pas la machine aujourd'hui. Les diamants, c'est les matériels modernes. Il n'y a pas la machine de couleur à l'AMIBA. Ils vendent les diamants comme ça, ils bradent comme ils veulent. Ce qu'ils peuvent montrer, ils montrent, sinon c'est leur vol. Ils sont devenus... Surtout qu'il n'y a plus de caméras au polygone, donc chacun se sert comme il veut. Ce sont les équipes. La caméra, on s'entend avec l'homme qui contrôle la caméra. On coupe, c'est fini, c'est fini. Non, écoutez, il faut aller à l'AMIBA pour voir. SACIM, au-delà de responsabilité sociétale, avec les derniers engagements, 2 millions pour les communautés locales, SACIM actuellement est dans ce qu'on appelle la transparence. Non, on ne peut pas dire que la SACIM est dans la transparence, puisque la SACIM a les cahiers des charges. Les cahiers des charges, c'est quoi? Amener les infrastructures de développement. Mais son Excellence, Monsieur le Président de la République, a dit clairement, on m'a informé qu'on a lancé les courants à Miabi, dans mon village, dans son village. Il a dit que ce n'est pas suffisant. Moi-même, je dois aller faire la réalité. Et quand il est allé, il était très déçu. Les enfants étudient même à même les sols. Il n'y a pas des écoles, il n'y a pas des hôpitaux. Il n'y a aucune infrastructure de développement. Et vous savez, les faux malades. Vous savez, les faux malades. Il y a eu des faux malades à la SACIM. Hein. Il y a eu l'école buissonnière à la SACIM. Hein. Alors, on a fini. Vous comprenez qu'on est en train de... On parlera de l'actualité politique prochainement. Dans les lois là-bas, les gouverneurs se battent pour que les sociétés remplissent leurs devoirs dans le cadre de la responsabilité sociétale. Abakonga a amené des vrais gens, comme le répète Jean-Marie Kassamba, des vrais gens avec des capitaux, pas des aventuriers, copains ou voilà, amis de tel ou tel conseiller. Amener des vrais gens qui vont investir. L'AMIBA a ses infrastructures. L'AMIBA a ses matériels pour la production. La production est en baisse. Pourquoi? Puisqu'il y a les vols. Il faut évacuer toute l'équipe dirigeante de l'AMIBA, à partir des conseils d'administration jusqu'à la direction générale. La deuxième proposition que je faisais pour résoudre le problème kassaïen, c'est amener tous les comptoirs d'achat de diamants ici à Kinshasa, pour laisser l'espace aux négociants. Ça, c'est dans la commercialisation. Et que les comptoirs d'achat ne fassent que l'exportation pour importer des devises dans les circuits officiels. Voilà. C'est très simple que ça. Albert Kalonji, je vous remercie. Il faut déjà envisager l'après-diamant. Non. Parce qu'à cause de vos disputes, le diamant, il a des oreilles, des yeux, et par moments, il peut fuir. Alors, il faut déjà envisager l'après-diamant. Mais c'est les journalistes. L'agriculture. L'homme étant tiré. Et d'autres secteurs. L'homme étant tiré du sol, nous, dans notre composition, dans notre atome, il y a les diamants. Merci. Merci. Albert Kalonji, président de la FECODI, la Fédération congolaise de diamants et des leurres. C'est la structure qui a été dirigée par Ngoï Kassanji avant de se frotter à la politique. Alors, le journal est après sur Télé 50 avec le même plaisir. Moi, je vous retrouve mercredi prochain. Je n'ai qu'un seul jour, la semaine. Ça me permet d'avaler beaucoup plus de salive.